Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Togo, monsieur Robert Duissé, bonjour. Pour vous, quel est le meilleur modèle politique adapté aux pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays francophones notamment? Un régime parlementaire comme c'est le cas au Togo, un régime présidentialiste multipartite comme c'est le cas par exemple dans bien de pays, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ou un régime porté par des militaires comme c'est le cas aujourd'hui essentiellement dans l'Alliance des États du Sahel. Voilà pour ma question. Ali Diarasoba depuis Abidjan. Alors que l'Afrique de l'Ouest est en pleine recomposition politique, les transitions militaires et les défis sécuritaires redessinent les équilibres régionaux. Dans un contexte où plusieurs pays, comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont rompu avec la CEDEAO pour affirmer leur souveraineté, une question demeure. Quelle est la voie idéale pour ces États en transition? Doivent-ils s'engager rapidement vers des élections ou prendre le temps d'affirmer un nouveau modèle politique? Dans cette interview exclusive, le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Duissé, partage sa vision sur ces dynamiques complexes. Comment voit-il l'avenir des transitions politiques en Afrique de l'Ouest? Quelle est la place du Togo dans la stabilisation de la région? Mais au-delà de la diplomatie, cette vidéo donne aussi la parole aux citoyens, qui expriment leur perception de Robert Duissé et de son action sur la scène africaine. Est-il un simple médiateur, ou un acteur clé dans la refonte des relations interafricaines? Enfin, nous découvrons un aspect plus personnel du ministre, qui partage les personnalités qu'il suit sur les réseaux sociaux. Patrice Talon, Paul Kagame. Quel leader inspire Robert Duissé? Et que cela nous apprend-il sur sa vision politique et stratégique? Restez avec nous jusqu'au bout, car cette discussion éclaire des enjeux cruciaux pour l'avenir du continent. Et surtout, partagez votre avis en commentaire. Pensez-vous que l'Afrique doit accélérer ses transitions politiques ou prendre le temps de construire un modèle plus solide? Alors, il y a eu beaucoup de débats au niveau notamment de la durée de la transition, la durée qui devrait être normale. On sait que ça a chauffé, je préfère parler comme ça, au sein de la CEDEAO, entre les gens qui voulaient 6 mois, 24 mois, 5 ans, etc. Robert Duissé, quand on a une transition, quel est selon vous le temps idoine? Est-ce qu'il y a un temps idoine pour mettre un terme à la transition? Parce que ça, c'est un débat pratique, puisqu'on a connu plusieurs cas comme ça en Afrique et on bute souvent toujours autour de la durée de la transition. Moi, je vous réponds avec mes convictions personnelles qui sont à la fois intellectuelles et pragmatiques. Puisque vous êtes un acteur. Et pragmatique. Ouais. Je pense, qu'il faut, on se trompe quand on veut imposer la durée d'une transition à un État en transition. C'est une erreur. Parce que chaque État, et particulièrement ici, chaque pays a ses réalités. Les réalités que nous vivons en Côte d'Ivoire ne sont pas les mêmes au Togo ne sont pas les mêmes au Libéria ne sont pas les mêmes réalités que nous avons à Djibouti. Donc chaque pays a ses réalités et avec ses acteurs sur le terrain. Donc venir rester chez soi, et c'est ce que nous reprochons aux donneurs de leçons aujourd'hui par notre discours. Ne restez pas, je ne peux pas rester moi à Lomé ici et aller dire aux Maliens, aux Guinéens, aux Burkinabés ou aux Nigériens ce qu'ils vont faire. Qui suis-je pour le dire? Seuls les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Guinéens, les Gabonais, etc., peuvent décider de la durée de leur transition. Il faudrait que ça soit clair. Ne nous mettons pas à la place des autres. Donc la durée de la transition dépend des pays et des réalités de chaque pays. Donc quand on est dans cette dynamique-là, on laisse les gens dire, mais non, vous allez me demander, est-ce qu'on peut, vous et moi aujourd'hui, donner une durée de transition au Mali, en Guinée, au Gabon, au Burkina, au Niger? Non, je pense que c'est aux acteurs sur le terrain d'apprécier, quand je dis acteurs politiques, les acteurs politiques et ceux qui dirigent la transition, d'apprécier, de décider d'aller aux élections, tout en sachant. Ça, c'est important pour les populations africaines. Une chose est d'aller aux élections, mais une chose aussi est d'assurer le développement de son pays. C'est-à-dire que parfois on pense que aller aux élections, c'est ce qui est plus important dans la démocratie et que les élections vont résoudre tous les problèmes. Ce qui est faux, on a vu ça avec tous ces pays. Les pays dont nous parlons aujourd'hui, il y a quelques années, étaient cités comme les pays exemples. Des pays exemplaires en termes de démocratie. Moi, je suis enseignant, j'ai enseigné à mes étudiants la démocratie malienne, qui était totalement décentralisée. Depuis la base, les communes,
on voit le résultat aujourd'hui. Voilà, donc je crois qu'il faudrait, avec beaucoup de sagesse, essayer d'être inventif et réaliste devant les réalités de chacun de nos pays. Alors vous avez relevé dans vos propos le fait que finalement le système politique a échoué et de plus en plus il y a une question qui se pose: quel système politique pour les pays africains, notamment les pays de la sous-région? Et à ce propos, j'ai un autre confrère, Ali Diarra-Souba de NCI en Côte d'Ivoire, qui a une question sur le sujet à vous poser. Je vous propose de le suivre. Merci. Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Togo, monsieur Robert Duissé, bonjour. Pour vous, quel est le meilleur modèle politique adapté aux pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays francophones notamment? Un régime parlementaire comme c'est le cas au Togo, un régime présidentialiste multipartite comme c'est le cas par exemple dans bien de pays, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ou un régime porté par des militaires comme c'est le cas aujourd'hui essentiellement dans l'Alliance des États du Sahel. Voilà pour ma question. Ali Diarra-Souba depuis Abidjan. Je suis content d'écouter notre ami Ali Diarra-Souba, mais ici je vais plutôt répondre en tant qu'apprenti philosophe, si vous le permettez. Allez-y, oui. Je pense que, vous savez, c'est depuis Socrate et Platon qu'on parle des systèmes de gouvernance. De gouvernance, oui. Je pense que le meilleur système de gouvernance, c'est le système choisi par les peuples eux-mêmes. Ce n'est pas la dictature contre la démocratie. Oui. Ce n'est pas un régime parlementaire contre un régime présidentiel. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que, vu les difficultés et vu les réalités du continent africain aujourd'hui, les intellectuels africains, les politiques africains, les populations africaines tout court, puissent aussi se poser des questions sur le type de régime qu'ils veulent pour leur pays. Vouloir rester dans un type de régime qui nous a été soit légué ou imposé, ça a des aspects positifs et des aspects négatifs. Mais chaque peuple doit se demander aujourd'hui quel type de régime il faut pour mon pays. Et c'est là où il y a la réponse. Le meilleur choix, c'est le choix du peuple. Si le peuple choisit un régime parlementaire, c'est ce choix qu'il faut respecter. S'il choisit un régime présidentiel, c'est ce choix qu'il faut respecter, etc., etc. Justement, on vous posera la question de l'effectivité du choix du peuple. On sait très bien que la plupart du temps, les élections sont organisées de manière bancale, pour ne pas dire plus, où on n'est pas certain que ce qui sort des urnes est l'expression de la volonté du peuple. Monsieur Jume, je me permets encore de vous couper un peu. Oui, allez-y. Je vois que vous êtes francophone. Bien sûr, vous savez, c'est les francophones qui pensent que toutes les élections sont bancales. Non, j'ai pas dit tout, mais je veux dire, je peux vous prendre des exemples en tant que journaliste dans les pays africains où les élections... Donnez-moi les exemples. On a vu par exemple les récentes élections qu'on a eues au Cameroun il y a quelques années. Pays francophones. Pays francophones, oui, bien sûr, ce n'est que pour ça on est d'accord. Oui, si vous voulez, je vous dis, voilà, dans les pays francophones, c'est-à-dire que... Pourquoi je voulais vous corriger, mais très amicalement. Bien sûr. C'est-à-dire que certains utilisent ce narratif pour dire que, vous savez, en Afrique, il n'y a que des sauvages qui sont là-bas. Ils fraudent toutes les élections, les pays sont mal gouvernés. Je crois que nous aussi, involontairement, tombons dans ce narratif. Il y a sur ce continent, quand vous faites bien les analyses, moi j'enseigne la science politique et la philosophie politique, vous allez vous rendre compte qu'il y a des pays où les élections sont très bien organisées. Bien sûr. Je ne vais pas loin, je vais vous citer le Botswana. Bien sûr. Il n'y a pas que des mauvaises élections, il n'y a pas qu'en Afrique on peut trouver des élections où on pense que tout est tripatouillé, etc., qu'il y a des fraudes. Il y a une partie, il y a aussi certains pays africains qui organisent des bonnes élections. Oui, on est totalement d'accord sur le principe. Ce qui est bien, et je pense, c'est toujours de souhaiter que partout où il y a des élections, que le résultat des urnes, le résultat sorti des urnes, soit le résultat des électeurs. C'est ça qui est important. Voilà. Alors, Ali Diarra-Souba faisait allusion au Togo. Le Togo a changé récemment et ça fait grand débat. Moi, j'aimerais vous écouter là-dessus. Qu'est-ce qui justifie que le Togo ait décidé de modifier comme ça son système de gestion? Je peux penser que vous y avez forcément contribué, vu l'intellectuel que vous êtes. Pourquoi est-ce que le Togo a décidé de donner une place centrale au Parlement? Quand je disais qu'il faut être inventif, on peut innover
après une 60aine d'années de nos indépendances, aujourd'hui, parlons du Togo, on se dit non, nous avions expérimenté sur 6 décennies un système politique présidentiel. Mais nous sommes aujourd'hui capables de dire, bon, nous voulons essayer autre chose pour voir ce que ça va donner. Ne pensez pas que c'est exclu, qu'après un certain nombre de décennies, on peut revenir sur ce régime-là. Mais au moins le régime présidentiel, nous le connaissons avec ses avantages et ses inconvénients. Nous voulons cette expérience aujourd'hui pour voir les avantages et les inconvénients. Mais pour le moment, en faisant cette étude, on se dit que quand on voit les régimes parlementaires, la plupart des régimes parlementaires que nous rencontrons dans le monde, et même en Afrique, les régimes parlementaires semblent être les régimes les plus stables que les régimes présidentiels. Et contrairement à ce que les gens pensent, même en Europe, il y a plus de régimes parlementaires que de régimes présidentiels. Mais on revient à ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce qui est plus important? C'est la crédibilité des élections. Que ce soit un régime parlementaire au Togo aujourd'hui ou un régime présidentiel, mais si les résultats des élections, si les résultats ne sont pas crédibles, on revient au même. Mais professeur Robert Dussé, qu'est-ce que vous répondez? Je ne vais pas faire très original sur le coup. Hein. Qu'est-ce que vous répondez notamment à une partie de l'opinion publique togolaise, notamment vos opposants, qui estiment que ce changement de système était juste une pirouette pour le président Faure Gnassingbé pour s'éterniser au pouvoir comme ses compères un peu partout en Afrique francophone? Je vais vous dire quelque chose. Pour quel intérêt le président Faure Gnassingbé va faire une modification constitutionnelle pour rester au pouvoir? Le président Faure Gnassingbé est déjà au pouvoir pendant, depuis... Oui, mais on sait qu'il y a des élections qui arrivent, on sait que c'est à bout, on voit le contexte qui est en train de se modifier. Est-ce que ce n'était pas un habillage cosmétique avec un arrière-fond? Je vais être gentil avec vous. Je vous dis, sur le Mali, vous avez dit que ça boue, au Togo, ça boue, rien ne boue. La preuve, vous êtes ici. Non, ça ne boue pas de la même manière. Je veux dire, il y a un contexte international aujourd'hui. Il n'y a rien qui est au feu qui bouge. Je crois que dans tous les pays, très sérieusement, dans tous les pays, il y a des petits problèmes qu'il faut régler. Et c'est ça, l'action politique. L'action politique, c'est aussi de prendre en considération les desiderata, les difficultés, d'essayer de les résoudre. En fait, comme je vous disais, de trouver des solutions. Donc, si nous sommes dans le cas du Togo, je vous disais qu'il n'y a aucun intérêt. Nous avions les prochaines élections, si nous étions encore dans le régime présidentiel, au Togo, c'est pour l'année prochaine. Bien sûr. Donc, le président Faure Gnassingbé n'a aucun intérêt parce qu'il a encore un mandat devant lui. C'est-à-dire que le président Faure Gnassingbé peut se présenter aux élections présidentielles de 2025 à 2025-2030. Donc il est encore au pouvoir jusqu'en 2030. Vous saviez, après une vingtaine d'années au pouvoir, donc il n'a aucun intérêt. Les gens sont souvent mal intentionnés quand ils font leur deuxième et dernier mandat et ils cherchent des modifications. Mais ici, nous sommes rentrés dans une phase où nous disons, nous allons innover. Nous allons faire une nouvelle expérience. Mais pourquoi ça a eu du mal à passer? Est-ce que vous n'avez pas suffisamment communiqué? Est-ce que les Togolais ont été suffisamment imprégnés de ce qu'ils voulaient? À mon humble avis, et je fais le mea culpa à mon nom personnel, et je pense également au nom du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas eu la communication qu'il faut. Nous avions, je pense que nous avions mal communiqué. Évidemment, quand on communique mal, les politiciens, vous saviez, ils tirent sur tout ce qu'ils voient, et c'est ça qui a fait ça même. Le gouvernement a décidé de mieux communiquer dessus. Mais vous serez surpris de voir que depuis cette réforme constitutionnelle, nous avions beaucoup de pays dans la sous-région qui veulent savoir comment le Togo a pu faire ça, comment nous avions fait, qui sont intéressés par cette expérience en cours au Togo. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement une affaire togolaise, mais beaucoup comme nous le pensons. Bon, maintenant, oui, c'est une réflexion. On pense que, comme vous, que dans la plupart des pays africains aujourd'hui, on réfléchit. Oui. On se demande, on a bien vu que la démocratie, entre guillemets, qui nous a été imposée a échoué, lamentablement. Les chiffres sont là pour le démontrer. Donc je pense que c'est une réflexion normale dans la plupart des pays. Quel système, pour quel pays, pour quelle transformation de vie des population. Alors, Robert Dussé, on va marquer une pause. Oui. Je sais aussi que vous êtes très intéressé par ce qui se passe en ligne. Donc, nous avons une rubrique dans cette émission, Empreinte digitale. Nous sommes allés sur le net pour voir Robert Dussé sur le net. Je vous propose de regarder ça et nous revenons. Merci. Dans l'univers du digital, il y a les influenceurs et il y a les influencés. Voici passer au scanner la vie digitale de notre invité du jour, Robert Dussé.
ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Premier clic sur Google, où le professeur de philosophie politique ne passe pas inaperçu. Il est référencé sur Wikipédia. Deuxième clic sur Facebook, où il compte 41 000 followers. Son compte certifié est animé par des publications quasi quotidiennes. Au moment où nous relevons ses empreintes digitales, son dernier post qui relaie un appel au respect de l'être humain affiche des chiffres éloquents. 182 likes, 47 commentaires et 129 partages en 24 heures seulement. L'Ometa nous renseigne également que Robert Ducé suit 32 comptes, parmi lesquels ceux de Paul Kagame, Mahamat Idriss Déby, Patrice Talon, la présidence de la République du Mali, Jeune Afrique, entre autres. Troisième clic sur X, ancien Twitter, qu'il a rejoint en février 2013. Robert Ducé a une communauté de 59 700 abonnés pour 402 abonnements. Un de ses tweets qui vante la diplomatie togolaise totalise 5 618 vues en 72 heures seulement. Quatrième clic sur son compte Instagram, où il totalise à ce jour 2472 followers. Son activité comptabilise 319 publications où notre personnalité politique publie des photos et vidéos professionnelles et jamais sur sa vie privée. Cinquième clic sur TikTok, celui que le magazine New African a classé 3 fois parmi les 100 personnalités les plus influentes du continent, a 16 abonnements pour 25 400 abonnés. Ici aussi, que des publications sur ses activités professionnelles. Un tour sur YouTube, où sa chaîne officielle active depuis le 30 janvier 2016 indique 145 vidéos publiées pour 11 600 abonnés et 850 653 vues cumulées à ce jour. Ces vidéos sur ses discours, des extraits des émissions de chaînes de télé comme Vox Africa. Né à Bangui en République centrafricaine, il est également présent sur LinkedIn. Figure de la diplomatie triomphante de son pays, il fait flotter haut les couleurs du drapeau togolais avec ses publications, ses posts et tweets. Robert Ducé, vous avez un nouveau message. Votre vie est digitale. Merci. Voilà, la Robert Ducé en ligne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est peu? Vos présences en ligne. Je dirais qu'on peut améliorer. Mais est-ce que pour vous c'était important d'être sur ces réseaux-là? On sait que certains hommes politiques sont encore très réticents. Est-ce que vous, c'était important d'être sur ces plateformes? Oui, pour moi, c'est important d'être sur ces plateformes, mais je ne suis pas, à titre personnel, trop sur le digital. Bien sûr, ça se voit. Je veux dire que à titre personnel, je ne suis pas de l'école où il faut avoir beaucoup de personnes qui vous suivent, etc. Je suis très prudent avec les réseaux sociaux parce qu'il y a un aspect positif et il y a un aspect négatif aussi. Mais aujourd'hui, le commentateur a bien relevé en disant qu'il ne poste rien sur sa vie privée. Donc pour moi, les réseaux sociaux, c'est uniquement pour le travail que je fais. Oui. Et en dehors du travail, il n'y a rien qui sort sur les réseaux sociaux. Parce que c'est important. Aujourd'hui, l'essentiel de la jeunesse africaine est jeune, donc connectée. Il y en a qui ne connaissent même pas les chaînes de télévision. Je pense que l'interview que nous faisons, elle est obligée d'être sur les réseaux sociaux pour toucher le maximum de personnes. Donc ça devient important. Alors quelque chose m'a marqué dans cette empreinte digitale, c'est les gens que vous suivez sur les réseaux sociaux. Patrice Talon, je voudrais vous écouter. Patrice Talon, Mahamat Idriss Déby. Patrice Talon, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je sais que ça a beaucoup choqué à un moment donné, parce que lui faisait partie au sein de la CEDEAO de ce qu'on pourrait considérer de l'aile Dieu, des va-t-en-guerre et tout. Qu'est-ce que vous avez à penser? C'est un pays très voisin. Oui, mais vous saviez que je crois qu'il faudrait faire attention. De l'OME, nous ne sommes pas contre les gens. Ni le président de la République, ni nous-mêmes, nous ne sommes pas contre quelqu'un, contre un chef d'État. Pour ce qui s'est passé avec la crise nigérienne, les pour et les contre, les va-t-en-guerre, etc., c'était une position prise. Mais quand vous voyez les chefs d'État, ils se parlent toujours, ils s'appellent le téléphone, donc il n'y a vraiment pas de problème là. Mais si vous revenez au Bénin, mais quand moi je prends un pays voisin comme le Bénin, le travail que fait le président Patrick Talon au Bénin est un travail formidable. Il travaille pour son peuple, donc on ne peut que le féliciter. Et ça, c'est pas très diplomatique. Ah non, du tout. Moi, je suis sincère. Je suis sincère. De toute façon, je dis toujours que même si vous n'êtes pas sincère, les faits sont là. Je crois que le Bénin, d'il y a quelques années, le Bénin aujourd'hui, ce n'est pas le même Bénin. Et donc il faut féliciter. Et lui fait partie des gens qui ont fait un rétropédalage sur la question des États de l'AES.
la finalité, c'est ce que je vous disais, tous ont rejoint le Togo. Tous ont rejoint le Togo. Il y a quelques années, moi, mon homologue du Bénin ne pouvait pas parler avec notre homologue du Niger. Aujourd'hui, ils se parlent ensemble. Tant mieux, et c'est ce que nous souhaitons. Vous comprenez? Donc, nous ne voulons pas diviser les gens, mais nous souhaitons que les gens soient ensemble. Pour nous, la finalité, c'est que la sous-région soit une et que nous puissions combattre ou travailler ensemble pour contre le terrorisme qui est la priorité sécuritaire de la région et avoir un engagement commun et défendre notre région et nos pays. Donc, nous ne voulons pas qu'il y ait la division au niveau de la région. Sur le compte, vous voyez le président Paul Kagame, il n'est pas de la région, mais évidemment, le Rwanda avant le génocide et le Rwanda après le génocide, comme on dit en français... Les faits sont là. Les faits sont là. Donc, le président Kagame est en train de faire un travail extraordinaire pour son pays. Et le rayonnement du Rwanda, aujourd'hui, on ne peut pas le démontrer. Les faits sont là, vous le dites vous-même. Donc, parfois, c'est des coïncidences, mais il y a plusieurs pays, je pense que plusieurs pays, plusieurs chefs d'État, parce que ce n'est pas facile de gouverner, font ce qu'ils peuvent pour leur pays. Bon, c'est vrai qu'il y a des défaillances. Maintenant, les défaillances, ni vous ni moi pouvons les corriger parce qu'on n'a pas le pouvoir de le faire. Mais ce qu'ils font bien et ce qu'on doit encourager, il faut le faire. Alors, cette vidéo a permis d'explorer les transitions politiques, les défis sécuritaires et les enjeux de gouvernance qui façonnent l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Entre la pression internationale pour un retour rapide aux élections et la nécessité de bâtir des institutions plus solides, la région est à un tournant. À travers cette interview, Robert Dussey a partagé son regard sur ces mutations et le rôle du Togo dans la stabilité régionale. Mais ce débat ne concerne pas seulement les gouvernements. Les citoyens ont aussi leur mot à dire. Les avis exprimés sur le ministre montrent à quel point les attentes envers la diplomatie togolaise sont élevées. Enfin, en révélant les personnalités politiques qu'il suit de près, de Patrice Talon à Paul Kagame, Robert Dussey laisse entrevoir une vision africaine tournée vers l'efficacité et le leadership stratégique. Et vous, qu'en pensez-vous? Les transitions actuelles sont-elles trop lentes ou nécessaires pour garantir une gouvernance plus stable? Quel modèle politique l'Afrique devrait-elle privilégier pour affirmer sa souveraineté? Quel regard portez-vous sur l'action de Robert Dussey dans cette nouvelle dynamique régionale? Laissez vos commentaires. Partagez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines discussions sur l'avenir politique et sécuritaire du continent.